Bonjour et bienvenue sur AOS Geeks. Vous avez hâte au film Abracadabra 2. Vous aimez soudainement The Wind of Change de Scorpions? Eh bien, le review d'aujourd'hui est fait sur mesure pour vous, alors que Vincent Pierre et notre invité spécial, Xavier Carpentier, alias The Gentleman 14 de sa chaîne Switch du Double Tour, est avec nous pour parler justement du Battle Tome des disciples de Zinch. Mais avant tout, Vincent, il faut remercier aussi notre commanditaire. Oui, bien, on va commencer par remercier le Griffon qui nous fournit le Battle Tome pour chaque analyse de Battle Tome qu'on fait. Alors, je vous rappelle, Griffon, c'est la petite boutique sur Wellington à Sherbrooke. C'est la boutique pour se procurer les jeux de société, des cartes Magic, cartes Pokémon, puis pour se procurer évidemment du Warhammer, que ce soit du Age of Sigmar ou du Warhammer 40 000. Le lien va être évidemment dans la description de la vidéo pour aller sur la boutique en ligne. Mais n'hésitez pas, si vous vous déplacez à Sherbrooke, ça vaut la peine d'arrêter là-bas. C'est vraiment une super belle boutique. Excellent, super. Donc, Xavier, tu es un joueur qui a joué longtemps les disciples de Zinch, comme plusieurs armées également. Tu as fait beaucoup de parties compétitives avec eux. Quelles sont tes premières impressions, en fait, overall du Battletome? Ouais, c'est un Battletome intéressant. On ne se le cachera pas, la troisième édition a été une série de gros tomes après gros tomes réussis, je dirais. Là. La plupart des tomes sont vraiment feel beaucoup selon l'armée qu'ils représentent. On les joue, je pense que le meilleur exemple, c'est Nurgle. Quand tu joues Nurgle, tu feels vraiment que tu es une armée qui avance avec des maladies et tout ça. La particularité, je pense, avec le livre de Zinch qu'on avait déjà, c'est que l'armée était déjà, elle filait déjà très Zinch, elle filait déjà très magie et tout ça. Donc, on n'avait pas nécessairement besoin d'un gros de remettre à zéro tout ça, de repartir à zéro. Je ne pense pas que c'était nécessaire. On n'a pas fait d'upgrade, on n'a pas fait de downgrade, on a fait un sidegrade. C'est vraiment, il y a des choses qui ont changé, le feeling est tout encore là, mais l'armée va fonctionner un petit peu différemment de ce qu'on a connu par le passé. Puis il y a des choses intéressantes qui ont été rajoutées et qui ont été retirées aussi, bien entendu. Ben, excellent. Alors, est-ce qu'on commence? On regarde ça? Mm-hmm. Donc, on va commencer avec, bien sûr, la base, soit les aptitudes d'allégeance, les traits de bataille. Souvent, on en a parlé beaucoup dans nos reviews sur AOS Geeks. On aime beaucoup la direction que la V3 prend avec la couleur de chaque armée. Et ça se reproduit, ça se traduit en fait beaucoup avec les traits de bataille. Donc, Xavier, est-ce que tu penses que, encore une fois, Games Workshop poursuit sur sa lancée? Oui, au niveau des traits d'allégeance, c'est pas de gros changements. On a gardé encore une fois nos Destiny Dice. C'est encore très présent. On a notre summoning aussi, selon le casting. Là, est-ce que je casse des spells, mon adversaire casse des spells, je fais des points avec ça. Rien qui a changé à ce niveau-là. On a encore une fois le Locus, donc qui donne moins 1 to 8 aux unités démons. Holy Windows d'un héros démon, finalement. Rien qui a changé à ce niveau-là. On a gagné une nouvelle habilité. Armée mystique, dont Arcane Armies, on avait vu un peu en teaser là, sur Warhammer Community. Habilité très intéressante qui nous permet, dès le départ, après que les joueurs ont reçu leur point de commandement, mais avant le premier tour, le joueur Zinch va pouvoir caster automatiquement un Endless Spell et le mettre sur la table. Bien entendu, il faut que ce soit seulement un des Endless Spells de Zinch, donc le sigil, le simulacrum ou le tome. Mais c'est gratuit. Le cast est réussi. Ça vous donne un fate point en partant déjà parce que c'est un cast. Et il ne peut pas être unbindé et il ne peut pas être dispellé pour tout le premier round. Donc, quand même un bonus intéressant. Oui. On a eu un des Endless Spells qui a été retravaillé parmi les trois. Donc, je dirais que ça nous donne deux options intéressantes là, qu'on va parler un peu plus tard tantôt, mais de là en partant, très intéressant. Excellent. Ouais. J'ai hâte que tu parles des Endless Spells parce que moi, je sais qu'il y en a un que je me dis, mon Dieu, que ça va être désagréable à affronter, ça, tour 1, voir ça dans ton champ. Pop! Et voilà, ça vient de popper un Endless Spell, tu ne peux pas le dissiper, Et tu tu peux subis rien les faire, effets. c'est ça, exact. Là. Mais en même temps, encore une fois, ça fait très Zinch. Ça fait très magie. Moi, j'adore. Je trouve ça intéressant. Absolument. Puis, autre chose qu'on peut mentionner, c'est que les agendas, donc un Battle Track qui avait été introduit dans le dernier livre, qui n'avait pas dans le premier livre, qui avait été introduit dans le deuxième livre, et que là, on a repris et qu'on a mis au vidange complètement. Ouais. Bonne affaire. On ne voulait Oui, pas je pense de que oui. bookkeeping de plus. C'était pas nécessaire. C'était des petits bonus pour pas grand-chose pour autant de bookkeeping. C'était n'importe quoi.
On les a transformés à la place en battle tactique. Donc, très raisonnable. Puis c'est une bonne idée, en fait. oui, effectivement. Excellent. Donc, tu as parlé donc d'évocation. Ça reste que toutes les armées du chaos, c'est une mécanique qui fait partie, qui est ancrée dans leur façon de jouer. Est-ce qu'il y a des changements que tu peux noter par rapport à ça? Le seul changement qu'il y a eu, c'est le range. Avant, on pouvait summoner Holy Within 12 d'un héros. Maintenant, c'est Holy Within 9. Standardisé comme les autres. Là. Ben, habituellement, souvent, on voit 12. Là, je pense qu'ils ont voulu réduire, premièrement pour le chiffre de Zinch qui est 9, bien entendu. Mais on a voulu le réduire un peu. Est-ce que c'est un petit nerf? Possiblement. Mais sinon, au niveau des points, tout ça est resté pareil et ça fonctionne de la même façon aussi. On est venu préciser aussi là, comment fonctionnent avec Legion of Chaos, là, les coalitions. Donc, on peut avoir 2 unités sur 4 des Slaves Darkness et 1 unité sur 4 des Beasts of Chaos. Et ils gagnent automatiquement le keyword Zinch. Bien entendu, on ne peut pas avoir d'unité Khorne ou Norgul dans l'armée. Donc, ça, c'est assez clair. Et dernier petit texte qu'on voit en bas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont venus juste. C'est un battle trait, mais ça aurait pu être aussi comme un designer's note. Ils sont venus juste préciser ce qui se passe quand vous transformez quelque chose en un Chaos Spawn. Donc, c'est quelque chose récurrente dans le livre. Donc, ça vous dit simplement qu'est-ce que vous faites à ce moment-là lorsque vous transformez un modèle en Chaos Spawn. Excellent. Donc, quand même, autre que le retrait des agendas et le nouveau sort, c'est quand même relativement similaire, vraiment intéressant. Absolument. Si on passe maintenant aux traits de commandement. Donc, les traits de commandement, est-ce qu'on a encore une charte pour les héros mortels, une charte pour les héros démoniaques, et peut-être lesquels, selon toi, là, de ces chartes-là, sortent du lot? Ils sont venus consolider ça un peu. Là. Avant, on en avait une pour les Zinch mortels, une pour les Zinch arcanites, une pour les Zinch démons. Là, ils sont vraiment venus faire 2 tables, une pour les arcanites et une pour les démons. Rapidement comme ça, les arcanites sortent vraiment beaucoup plus du lot. Je vous dirais, il y en a 2 en particulier qui, à date, je ne me verrais pas faire une liste sans ces 2-là. Donc, on parle de démagogue du culte, donc seulement sur un sorcier. Ce que ça vous donne, c'est que si un casting est un double, c'est automatiquement réussi. Le sort ne peut pas être unbindé. Et en plus, vous recevez 2 fate points au lieu de 1. Et avec la mécanique des dés du destin. Absolument. Ça fait que soudainement, vos 2-1, vos 2-2 qui ne servent pas généralement à grand-chose dans vos Destiny Dice, vous pouvez l'utiliser pour venir automatiquement réussir un spell. Donc, très, très, très intéressant, très fort. Notez, par exemple, que si vous roulez 2-1, vous allez quand même faire un miscast. Par contre, de la manière qu'on comprend l'interaction de tout ça, votre spell va se caster et il ne pourra pas être unbindé. Par contre, vous allez vous prendre quand même des 3 mortels et vous ne pourrez plus caster de spell pour le reste du tour. Mais quand même, ça vous empêche de rater un spell. Quand même. Puis avoir un double, si je ne me trompe pas, c'est une chance sur 6 en lançant 2 dés. Donc, c'est quand même, on vient quand même rajouter cette chance-là de caster son spell, peu importe le résultat des dés, et l'autre ne peut rien faire comme ça. Donc, comment trait très, très, très intéressant. Le deuxième, je dirais, c'est Sacrifice occulte sur un sorcier aussi. Au début de votre phase d'héros, vous infligez une blessure mortelle à une unité de Zinch en dedans de 3 pouces du général. Et jusqu'à la fin de la phase, votre général va ajouter 9 pouces à la portée de ses sorts. Donc, ça, notez, c'est tous ses sorts pour le tour. Donc, ça va être très, très bon sur des doubles casteurs et même plus rajouter un Arcane Tome pour faire un triple casteur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Zinch a souvent été connu comme étant une armée qui était très mortelle, mais à 18 pouces. Hein? C'est souvent, on se met à 18.1, on est safe de la plupart des choses. Eh bien, soudainement, on monte ça à 27 pouces, ça vient régler beaucoup de choses que Zinch avait de la misère, c'est-à-dire la projection de power, là, de puissance de feu. Donc, ça peut être très, très, très intéressant pour votre général. Donc, c'est les 2 qui sortent vraiment du lot. Il y a Illusionniste qui pourrait être bien, moins 1 tweet au jet d'attaque, donc pas juste en melee aussi, ça peut être lui tout le temps, même au shooting, mais les 2 autres sont durs à battre. Je suis d'accord. Les 2 autres viennent renforcer ce que Change fait bien, c'est-à-dire un meilleur casting, meilleure génération de points pour le summon. Fait que c'est un peu des incontournables. En fait, ça va être difficile de choisir entre les 2.
Oui, je prendrais les deux, puis je dirais non à tous les autres artefacts. Je fais juste prendre 2 de ces command traits-là, puis je serais bien content, mais c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Mhm. Cool. Euh, Au niveau démoniaque maintenant? Au niveau démoniaque, ben, c'est sûr que si on veut vraiment avoir un général démoniaque, je vous dirais qu'il y en a un qui ressort un peu du lot, ce serait le Nexus of Fate. OK. Donc, le Convergence du Destin, si je ne me trompe pas. Dans le fond, si votre général est sur le champ de bataille, vous pouvez lancer un dé et remplacer un de vos Destiny Dice par ce jet-là. C'est pas mauvais. Le problème, c'est que c'est remplacer votre dé. Hein. Vous n'en ajoutez pas un. Donc, des fois, Ouais. ça peut être moins utile. Puis, en regardant ça encore, je pense qu'on veut vraiment un général arcanite. C'est vraiment des meilleurs buffs qu'on a de l'autre Clairement. côté. On peut mentionner aussi, d'ailleurs, peut-être chose que je n'ai pas dit tantôt, mais dans les Destiny Dice, ils sont venus préciser que le maximum est vraiment 9 en tout temps. On ne peut pas passer au-dessus là, avec des habilités qui rajoutent des Destiny Dice. Donc, c'est ça. Ça fait du sens. Au niveau maintenant des artefacts du pouvoir, donc même chose, il y a 2 chartes, une pour les arcanites, l'autre pour les démons. Encore une fois, est-ce qu'il y a des artefacts côté arcanite qui sortent du lot pour toi? Pas vraiment. On en a des spéciales avec le Time Slip Pendant, par exemple, qui fait que une fois par bataille dans la combat phase, après qu'il soit battu pour la première fois, le bearer va pouvoir dire qu'il se bat pour une deuxième fois, mais il a Strike Last. Peut-être intéressant sur un Ogroïde Thaumaturge qui peut quand même, avec les bons buffs, faire un peu de dégâts. Mais c'est le gros problème de ce livre-là. Les artefacts, il y a beaucoup d'artefacts qui sont là comme pour faire du dégât sur des armes, sur des weapons. Pourquoi? On n'a pas des héros qui veulent se battre dans Zinch nécessairement au corps à corps, donc ça fait très peu de sens qu'on ait des artefacts comme ça, malheureusement. Puis si je passe rapidement sur ceux des démons, c'est la même chose, on a plein d'armes là-dedans. On a le Nine-Eyed Tome qui peut être intéressant, reroller les castings Dispelling Unbinding pour le bearer, le grimoire aux 9 dieux. Mais le meilleur artefact, je pense, ici qu'on pourrait venir choisir, c'est l'install éternel, le Eternal Shroud. Lorsqu'il est sur le battlefield, à chaque fois que vous utilisez un dé du destin sur un 5+, vous en regagnez un autre. Donc, c'est du recyclage de Et avec, si on combine ça avec le tas de commandements que tu parlais au niveau du double, ça nous permet d'aller chercher un 2 ou un 3 que normalement, on n'a pas tant d'intérêt à avoir. Ah, soudainement, je peux faire un sort automatiquement. Tu sais, il y a une belle mécanique, je pense, qui peut se créer. Exactement. Je le prendrai en deuxième artefact dans une liste parce que on regarde tout ça, puis le premier artefact qu'on va mettre dans notre liste, c'est le Arcanton. Toujours. C'est clairement, c'est un casse de plus. Ça va être bon sur nos wizards pour toutes sortes de raisons. Mais si vous avez un Warlord ou quelque chose, vous allez chercher un deuxième artefact. Je pense que le Eternal Shroud est vraiment très bon. J'aime bien aussi quand même le grimoire de notre dieu que tu as mentionné. Si tu veux lancer tes cogs pour pouvoir relancer tes sorts, le héros qui a le grimoire de notre dieu, c'est lui qui lance les cogs. Il peut relancer, fait que tu es pas mal certain de réussir à mettre les cogs en jeu, puis après ça, toute ton armée relance. Effectivement, ça peut venir fiabiliser ce genre de dé-là, mais en même temps, pourquoi ne pas tout simplement prendre 2 Destiny Dice pour fiabiliser ses cogs et après ça, on a comme d'autres manières de passer à travers ça aussi. J'haïs pas. Mais dans un monde, peut-être que dans un monde plus tard où on n'aura plus les cogs qui vont changer, on s'entend des endless spells peuvent changer un peu à tout moment, ça pourrait être meilleur effectivement d'avoir accès à ça. Et bien sûr, Xavier, quand on parle de Zinch, on parle inévitablement de magie, donc on s'entend, il doit y avoir des domaines de sorts bien garnis. Donc, si tu commençais par le domaine pour les sorciers mortels ou arcanites. Le meilleur des deux a eu quelques changements et est vraiment rendu très, très, très intéressant. Vous allez vouloir des casteurs arcanites. Arcane Suggestion a eu un petit changement. C'était déjà un spell qui se castait sur un 8, avait 3 effets différents. On a encore le -1 to hit, -1 to wound. On a encore le -1 au save. L'autre effet, si je me rappelle bien, c'était juste un D3 mortel. Il faudrait que je revoie dans mon ancien livre. Mais là, on a quelque chose de beaucoup plus potent. C'est on target une unit et elle ne peut pas recevoir ou issue de command jusqu'à votre prochain tour. Ça peut être très, très, très bon pour débuffer. Mettez ça sur Moratti, par exemple, puis tout d'un coup, ne peut plus utiliser sa command ability qui est quand même qui définit vraiment la liste. Ça a toutes sortes d'utilisations. Ça peut être très, très, très bon. Donc,
Probablement le meilleur spell du lore. Shield of Fate qui a changé aussi, Bouclier du Destin. Avant, en fait, c'est un buff là, que vous donnez à votre unit selon le nombre de Destiny Dice qui vous reste. Avant, c'était reroller les save rolls de 1, reroller tous les save rolls et ensuite reroller tous les save rolls, puis vous avez un 4+ contre les spells. Maintenant, c'est un ward de 6. Après ça, on a un ward de 5 et après ça, on a un ward de 5 et rerouler toutes les spells. Donc, soudainement, oui, c'était bon aussi reroller nos saves, mais une ward à 5 peut être très, très, très intéressante, surtout quand on met ça sur des unités qui ont beaucoup de wounds, mais qui n'ont pas nécessairement de gros saves. Je ne sais pas si vous avez déjà joué contre des horreurs, les gars. Ça peut être quand même. J'ai un vague souvenir. Ouais, ça pourrait être quand même assez bon, mais tout d'un coup, on a le moyen aussi de mettre ça peut-être sur des héros qui sont quand même assez fragiles en Zinch et soudainement leur donner un 5+ ward peut être très intéressant pour eux. Donc, 2 excellents spells. On a encore le moyen de se racheter les Destiny Dice avec l'Ordre du futur. Infusion Arcanum, plus un to hit, plus un to wound, ça n'a pas changé. Treacherous Bond, qui est une façon d'avoir une unité qui nous bodyguard. Donc, sur un 3+, là, avoir des mortels à côté de nous qui nous bodyguard. Vous voyez que c'est mortel, donc ça pourrait être n'importe quel Save to Darkness que vous amenez, là, par exemple, là, que vous pourriez passer vos wounds là-dessus. Donc, il y a de quoi faire avec ça aussi. Et finalement, Bolt of Zinch, qui est un D6 mortel, qui se retrouve dans les deux lores. Mais comme je disais tantôt, le lore des Arcanites est très, très, très intéressant. Oui, il y a des excellents choix. Puis, il ne faut pas non plus se fier certains sorts, dont, entre autres, comme suggestion occulte, qui se prend 8. Ben, c'est 8 avec des dés de destin. C'est pas si pire que ça, là. Effectivement. Très faisable. Puis c'est c'est le couteau suisse. Là. Vous avez trois très bons debuffs là-dedans que vous pouvez utiliser. Donc, Mais pas recevoir la command ability. Là. La grosse unité qui va te gunner quand tu vas la charger, pas de Unleash pour toi, c'est terminé. Il ne peut pas redéployer, il ne peut pas avoir l'autre defense, il ne peut pas rally. Ça vient tellement empêcher plein de choses. Vous mettez ça sur du Night Hunt, il ne peut pas faire son ward avec son command ability. On a toutes sortes de choses qui passent par ça. Donc, c'est très, très, très fort. Plus qu'on le pense à première vue. Ah, il y a plein d'applications. Là. Ça, c'est un auto-include. Là. Je pense que c'est clair que ce sort-là va dans ta liste. Ouais. Maintenant, si on va du côté démoniaque, donc tu disais que les sorts sont peut-être un petit peu moins intéressants, mais est-ce qu'il y en a quand même qui le sont? Oui, tu sais, ça reste quand même, c'est un lore de démon qui va être vraiment plus axé sur le dégât en tant que tel. On a le Bolt of Zinch qui est encore présent. On a Zinch Firestorm, on roule 9D, chaque 6 est des 3 mortels. A été nerfé un petit peu, il est rendu à 12 pouces au lieu de 18 pouces. C'est quand même, ça reste un sort quand même assez casino, je dirais. Il faut rouler, ça peut faire beaucoup de dégâts comme ça peut faire rien pantoute. Fold Reality qui n'a pas changé non plus. Vous faites ça sur des démons, sur un 2+, vous ramenez le nombre de modèles que vous avez lancé sur le dé, mais sur un 1, elle est détruite. Donc, il faut faire attention à ça. Unchecked Mutation qui n'a pas changé non plus. On fait des 3 mortels. Si on tue des modèles, on refait un autre des 3 mortels sur un 3+. Traîtrise de Zinch qui a quand même eu un bon changement et généralement sensiblement pareil. Là, je suis targeté une unit, chaque 6 obtenu est une blessure mortelle. Et avant ça, c'était si vous avez tué un modèle, l'unité a moins 1 to hit. Mais là, ici, on fait juste appliquer le moins 1 to hit automatiquement, peu importe si vous avez tué des modèles ou pas. Donc, ça vient faire un peu de dégâts et un moins 1 to hit, c'est toujours bon là, comme debuff à mettre. Tout à fait. Soudainement, il devient plus intéressant contre des unités plus élites dont les modèles ont plusieurs points de vie. Même si tu ne les tues pas, si tu l'as pris dans ta liste, au moins tu sais que tu vas faire un moins 1 to hit avec. On a également, bien sûr, c'est la nouvelle mode, et c'est des sous-factions qui sont un peu plus épurées en V3. Puis je pense que c'est pour le mieux. Donc, on n'a plus de traits imposés, plus d'artefacts imposés. On a une règle très souvent. Donc, est-ce qu'il y a vraiment, donc, on parle de coterie du changement comme sous-faction. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressantes? Si on faisait un petit peu le tour là, de toutes ces sous-factions-là, qu'est-ce que ça donne? Pas de gros changements. Elles ont pas mal toutes gardé leur identité qu'elles avaient dans le dernier livre. C'est sûr que, comme tu l'as dit, on a perdu les taxes de common trade, d'artefacts. Certaines d'entre elles ont vraiment perdu un bon morceau en perdant les common trade et les artefacts. Là, je pense tout de suite à Arcanum, Arcanum, qui avait les 6 screamers gratuits et le pre-game move qui était très, très, très fort. Donc, je pense que c'est une des parties où on a perdu le plus. Conflagration éternelle n'a pas changé, plus un drain sur les flammeurs, sur les horreurs, tout ça.
sensiblement pareil. Il y a un build d'horreur à faire encore, un build de flameur à faire encore dans le livre, très clairement. Duplicitus, qui a changé un peu. Avant, c'était en tout temps, on ne pouvait pas retraiter des unités de Zinch. Maintenant, il faut avoir au moins 10 modèles et plus dans l'unité. Ce qui est un peu moins pire là, que juste un Chaos Spawn qui vous empêche de retraiter. Voilà. C'était quand même très, très rageant. C'est une bonne tactique. Il aurait pu s'arrêter là, mais ils ont décidé de rajouter quand même qu'une fois par game sur un 4+, quand une unité d'horreur meurt, vous pouvez en ramener 5. C'est une unité de 5 horreurs. Donc, c'est quand même... Peut-être ça va arriver, mais une unité de 5 horreurs, c'est quand même pas rien non plus. Arcanum a gardé son auto-unbind dans le round 1, 3, 5. Je vous dirais que ces trois-là ont quand même leur place. Là. Je les vois très bien dans un build. Là. C'est très faisable, les trois. Au niveau des autres qui sont peut-être un peu plus pour les arcanites, le Cult of the Transient Form, là, de la forme éphémère, c'est la même affaire qu'il y avait dans le dernier livre et cette faction-là n'a jamais été vue dans genre aucun tournoi ever. Tu prends même pas ça pour avoir du fun avec cette armée-là. Je comprends même pas pourquoi ils ont dit « Ah oui, ça va rester comme ça, c'est parfait comme ça. » Donc, vous skippez. Du début à la fin, vous skippez ça. Le culte du pyrothème, ça n'a pas changé. Plus un tweet sur nos acolytes pour leur shooting. Et vous pouvez faire des blessures mortelles un petit peu aussi à la fin de la phase. Guild of Summoners, qui a changé un peu. Dans le fond, ça fait que vous pouvez juste summoner des poulets, des Lord of Change. Au lieu de coûter 30 points de destin, le premier coûte 9, le deuxième coûte 18. Et le reste des Lord of Change coûte 18 aussi par la suite. Alors que dans la dernière itération, on retombait à 30 après et ça restait 30 pour le reste. Donc là, soudainement, on peut tout le temps summoner des poulets à 18 fate points. Très intéressant. Ça peut être très bon summoner un modèle à 400 points. Peut-être un peu moins intéressant qu'on le pense à première vue. Il y a quand même des limitations à ça. Vous pouvez juste summoner des Lord of Change. Alors que des fois, peut-être un petit paquet de Blue Horror vont peut-être vous gagner la partie, vous screener comme il faut, capturer un objectif. Donc, puis en même temps, vous pouvez juste summoner Holy Witten 9 d'un héros arcanite. Ça veut dire que si votre adversaire tue tous vos héros arcanites, vous ne pouvez plus summoner. Exact. Donc, il faut faire attention à ça, mais c'est quand même très fort. Et c'est la faction la plus fun à jouer, ça c'est clair. Ouais. Moi, j'ai regardé le livre, je me suis dit, il me semble que je m'achèterais 4 gros poulets, hein, Lord of Change. Sheriff, 3 Lord of Change, puis let's go, on est parti, on a du fun. Je connais un certain Pierre-Luc Héroux qui m'a dit qu'il en a acheté 4. Il m'a déjà envoyé la photo de ses achats, oui. J'allais justement ne pas le nommer, mais je l'ai vu faire dans sa folie. Oups. Ça se passe, ça se passe. Maintenant, Xavier, c'est la nouvelle mode, en fait. Là, c'est quelque chose qu'on a vu apparaître en B3 aussi, les grandes stratégies et les tactiques de bataille. Souvent, ça semble hit or miss. Donc, certains livres en ont des très bonnes, d'autres vraiment pas très bonnes. Zinch se classe dans quelle catégorie ici? C'est probablement, si ce n'est pas les plus faciles qui ont sorti, c'est Daughters of Cain, mais ils sont très proches. Je pense encore au grand désespoir de Cédric Delard, je penche encore vers Daughters of Cain, qui sont probablement les plus faciles. Je vais me le faire dire encore cette semaine. Mais honnêtement, puis c'est ce que j'aime pas, moi, avec toutes ces grandes stratégies, ces tactiques de bataille qu'ils mettent dans les livres. C'est comme tu l'as dit, il y en a qui vont avoir des affaires tellement faciles et d'autres que ça ne servira à rien pantoute. Donc, je trouve ça vraiment poche. Mais voilà, on se retrouve avec des grandes stratégies assez faciles à faire. Je vous dirais, moi, j'ai pris Prépondérance du Destin, les 2 parties que j'ai jouées jusqu'à maintenant. Pardon, c'est Maître de la Destinée. Maître de la Destinée. Tout ce que vous avez à faire, c'est que vous ayez des Destiny Dice à la fin de la partie qui totalisent, quand vous les additionnez, 9 ou plus. Donc, l'adversaire n'a aucun counterplay. Vous faites juste dire, parfait, je garde ce 6 et ce 3 ici, je ne les utilise pas et j'ai réussi ma grande stratégie. Donc, déjà là, c'est le 3 points le plus facile à faire ever. La partie n'a pas commencé, que tu as déjà fait tes 3 points et l'adversaire ne peut rien faire, à moins que vraiment tu fasses une connerie majeure et que tu les utilises pendant la game. Mais oui. Le pire qui va vous arriver, c'est que vous allez rouler 9-1 et que vous allez dire, bon, ben, je dois tous les garder maintenant. C'est ça. Mais tu as des mécaniques de remplacement de toute façon. C'est ça. Donc, on peut quand même être lousse à ce niveau-là. Même les autres sont quand même intéressantes. Là, je veux dire, il y a plus qu'une grande stratégie qu'on peut prendre, mais même celle-là, quand même intéressante. Au niveau des tactiques de bataille,
Je me vois très bien en faire 3 dans celle-là, dans chacune de mes parties, ce qui veut dire que j'en ai juste besoin d'en faire 2 dans celle que tout le monde utilise. On en a pour tuer un héros ou une unité à 9 wounds ou plus. On peut juste, il y en a un pour le Guild of Summoners. Ce tour-ci, summoner un Lord of Change et c'est réglé. Donc, dans Guild of Summoners, c'est celle que vous allez faire, absolument. Donc, il y en a des très, très, très faciles ici aussi. Là. C'est ça. C'est Just as planned pour Siege. Et voilà. Je donne quand même, je pense, la priorité au Dollar of Kane, juste parce qu'eux, ils en ont une qui leur donne un point supplémentaire puis qui est super facile à faire. Ils partent avec 3 points, puis c'est ça. C'est un avantage, mais tu as raison, je trouve que je les ai lus, c'est un peu trop facile, en fait. Hein. Oui. Mais je suis content que tu aies dit ça. Je vais le rappeler à Cédric aussi, que je ne suis pas le seul à penser ça. Ça va me faire plaisir. Xavier, on a également des bataillons, donc un bataillon en fait. Là. On les voit peut-être de moins en moins, les bataillons de faction. Est-ce que celui-ci va nous donner le goût de le jouer? C'est vraiment un gros statement ce que tu dis là, Alex, de dire qu'on a un bataillon parce qu'on n'en a pas. On n'en a pas. Oracle Omniscient, c'est Kairos plus 3 Lord of Change. Puis vous allez avoir un CP de plus. Félicitations. Wow! Just as planned. Fait que ça vous coûte 1635 points pour avoir un CP de plus et vous devez ensuite mettre 3 battle lines pas trop cher. Puis c'est ça, c'est votre liste. Fait que bonne chance. Bonne chance à tous. Super, ça. On peut skipper. Maintenant, on tombe dans le vif du sujet. On tombe dans la viande du Battle Tome avec les oiseaux. On commence avec celui qui est nommé, qui a été à certains moments un modèle auto-inclus dans plusieurs listes. Kairos Fate Weaver, donc, est-ce que tu le places sur la table, sur les tablettes, ou est-ce qu'on le peint? Ben, en fait, il était déjà peint, on s'entend. Là. Oui. Mais est-ce qu'on le met sur la table ou sur la tablette? On le met encore sur la table, clairement. Kairos qui a changé, malheureusement, a perdu beaucoup de son identité. N'a plus le dé qui peut changer une fois par game n'importe quel dé. N'a plus son sort Gift of Change qui faisait 6 Mortal Flat et qui transformait un modèle en un Chaos Spawn. Maintenant, son spell, c'est le même spell que sur un Lord of Change, même chose. Il a gagné son habileté spéciale à lui, c'est que maintenant, au début de votre phase de héros, il vous donne un Destiny Dice. Si vous en avez moins que 9, il vous en donne un gratuitement. Donc, ce qui n'est pas mauvais non plus. Mais il feel vraiment maintenant comme un Lord of Change avec son propre Common Trait artefact, mettons. Là, ouais. Il est vraiment moins différent. 2 wounds de plus quand même. Au lieu de 14, il est rendu à 16. Okay. Fait intéressant aussi, lui et le Lord of Change, maintenant, leur +1 to cast, Unbind, Dispel, ce n'est plus une common ability, c'est juste une abilité qui donne Holy Within 18 à eux-mêmes et à tout le monde alentour. Et ça se stack. Ça veut dire que si vous avez un Kairos et vous avez un Lord of Change, ils vont se donner +2 entre eux et +2 à tout ce qui est alentour aussi. Donc, ça peut être très intéressant. On a aussi l'habilité pour voler des Endless Spells qu'on avait vu un peu en preview. Là. Donc, quand vous dispellez un Endless Spell, ben, vous pouvez tout simplement en prendre contrôle à la place. C'est très bon. Ça peut être très, très, très intéressant avec les Purple Sun qu'on voit dans la méta actuelle. Ah oui? Je ne sais pas si tu as vu ça passer, Alex. Ben, il y en a quelques-uns. OK. Donc, un des derniers gros builds compétitifs qui est resté à Zinj dernièrement, c'était vraiment la liste avec deux poulets, donc le Lord of Change et Kairos, et un Incarnate. Puis on faisait beaucoup de mortels. C'est vraiment plus dur à justifier, selon moi, maintenant, puisque Kairos ressemble beaucoup au Lord of Change. Vous avez le même spell sur le War Scroll. Vous avez perdu quelques spells aussi alentour en termes de dégâts. Et Kairos n'a plus l'habilité de connaître tous les spells qui sont sur les War Scrolls alentour de lui. Donc, ça devient plus dur de justifier d'avoir 2 poulets en même temps, là, de payer en tout cas pour avoir 2 poulets en même temps sur la table. Donc, généralement, vous allez avoir la décision à prendre. Est-ce que je prends un Lord of Change normal, je lui mets les équipements que je veux dessus, ou si j'y vais avec Kairos. Personnellement, j'aime mieux Kairos pour 35 points de plus. Là. 435 au lieu de 400, j'aime beaucoup Kairos encore. Donc, les Slave to Darkness, ou en fait l'armée avec Be'lakor, Legion of the First Prince, a reçu un nerf assez monumental, je pense, parce que là, Kairos est moins utile dans cette liste-là. C'est encore drôle, parce que maintenant, Kairos connaît toutes les spells du lore des démons.
ce qu'il n'avait pas avant. Donc, soudainement, oui, il a perdu cette utilité-là dans Legion of the First Prince, mais il a gagné. Il connaît vraiment beaucoup plus de spells maintenant, donc possibilité de faire plus de mortels à travers ses spells. Donc, encore une fois, ça a changé un peu la manière qu'on va l'utiliser dans Legion of the First Prince. Je le mettrai encore dans ma liste là, pour faire une parenthèse sur Legion of the First Prince. Là. Puis il y a une autre unité qu'on va parler plus tard aussi qui est encore très intéressante dans cette armée-là. Mais oui, il a vraiment changé un peu, mais il fait encore très bien la job selon moi. OK, intéressant. Donc, si on regarde maintenant son contrepartie, donc le duc du changement Vanille, comme on dit, qu'est-ce que tu en penses de lui? Pour 400 points, il fait encore ce que Lord of Change faisait. Toutes les habiletés, j'en ai déjà parlé. Bien entendu, je ne l'ai pas dit, mais les deux poulets ont encore le plus petit dé devient le plus gros dé là, sur votre casting et tout ça. En termes de changement en tant que tel, les deux, le spell qu'ils ont a modifié un peu là, avant. Ils wound un peu mieux. Dans le sens où ils braquettent un peu mieux, pardon. Mais avant, on restait vraiment plus longtemps sur du 3+, on fait des mortels, alors que là, on tombe tout de suite sur du 4, du 5 et du 6. Donc, il y a ça qui a changé. Et l'autre changement qu'on a eu avec lui, c'est si vous mettez l'épée, il a maintenant une attaque de plus avec son épée. Ce que je ne fais jamais. D'habitude, je mets toujours la baguette de sorcellerie juste pour avoir un shooting de plus parce que je ne veux pas mon Lord of Change en combat de toute façon. Donc, pour 400 points, comme je vous dis, vous avez comme un peu un choix à faire entre lui et Kéros. Il n'est pas mauvais non plus. 35 points de moins. Vous pouvez lui mettre le common trait, un artefact que vous voulez. Puis lui peut être allié, donc dans d'autres armées, là, vu qu'il est à 400 points. Mais entre les deux, toi, tu choisirais Kéros. Personnellement, j'y vais avec Kéros parce que de toute façon, common trait, artefact, j'ai d'autres choix que de mettre des trucs de démons. À part peut-être celui qui recycle des Destiny Dice sur un 5+, là, pour les démons, mais je le mets sur un autre démon que le Lord of Change. Donc, j'y vais avec Kéros, généralement. Excellent. Donc, maintenant, on a d'autres héros qui sont démons, en fait. Là. Ben, on a un héros qui est un démon ici, qui est le Fortunarque. Le Fortunarque. Oui, je sais. Qu'est-ce que tu en penses du Fortunarque? Le Fortunarque, malheureusement, je l'aime beaucoup moins. N'a pas vraiment changé tant que ça. En fait, la plupart des Heralds là, qui ont changé, les héros comme ça, ils ont changé. C'est l'Arcane Tome qui possédait. Avant, on pouvait reroller un casting. Maintenant, on pouvait faire un casting de plus, je crois, dans la vieille règle. Maintenant, ça nous permet de reroller un casting roll, mais quand on le fait, on a +3 au casting roll, ce qui est quand même intéressant. Le Wake of Fire, donc, qui était la règle que quand ils move par-dessus une unité, ils font des mortels avec les Screamers. Ça, elle a été modifiée un peu aussi pour dire que maintenant, c'est les normal moves, les run ou les retreat. Donc, on a un peu plus de façon de venir faire des mortels. Sur un 2+, aussi, au lieu d'un 3+, on va faire des 3 mortels. Son spell n'a pas changé. À 9 pouces, on fait des mortels, tout ce qui est à 9 pouces dans le fond pour un 2+, mais il est dur à justifier un peu. C'est 8 wounds sur un 4+. Vous payez, me semble, lui, je pense que c'est 180 points. Je ne me suis pas mis les points à côté de moi. Ça se peut. J'ai de la misère. Je ne l'aime pas tant. Mais bon, il peut faire la job, I guess. L'une des meilleures améliorations qu'on va voir aussi dans quelques autres War Scrolls, c'est les morsures des lamproies, là, donc les Screamers, là, qui ont vraiment amélioré 6 attaques maintenant, 3+, 3+, -1. Donc, ils ont un +1 to hit et ils ont -1 de rend tout le temps maintenant. Ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, ce qui est un peu meilleur. Mais le Fortunarque, malheureusement, je ne le mets pas sur ma table pour le moment. Okay. On commence avec Kéros déjà dans notre liste, puis il y a plein d'autres héros qui s'en viennent aussi et on va manquer de place là, pour tout. Et on veut avoir des magiciens, on n'a pas le choix. Exactement. Chose quand même assez drôle, et je pense que ça arrive aussi sur un autre War Scroll bientôt. Si vous voulez un monstre, vous pouvez prendre le Fortunarque, puisqu'il a le keyword monster, donc probablement que ça va être facté. C'est vrai, j'ai juste de voir. Oui, et c'est aussi le cas sur un autre héros à pied. On a le Monster Keyword. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je vais vous faire des stomps avec mon Fortunarque. Vous ne pourrez pas m'en empêcher. Super, wow. On va stomper une grosse cavalerie. Let's go. Oui, ça se passe. OK. Un autre modèle aussi qui est intéressant et qui était impliqué dans plusieurs listes, Zinj, les fameux Chaos Pound, donc les rejetons du chaos. Oui. Qu'est-ce que ça dit?
Pour un modèle qu'on summon, je veux dire, on va l'avoir à cause des habiletés, de certaines habiletés, il va popper, donc on va souvent devoir en avoir avec nous. Et meilleur qu'avant, étonnamment pour ce qu'il fait. Il va se guérir automatiquement lorsqu'il y a un sorcier qui caste un spell à 9 pouces. Bon, on verra probablement pas cette habilité-là souvent, puisque c'est quand même juste 5 wounds sur un 5+. Mais sinon, avant, ces tentacules grouillants, c'était quand on lançait un double sur ces 2d6 attaques, on avait plus un tout hit, plus un tout. Maintenant, c'est juste que les 6 font une blessure mortelle quand ils attaquent, sur 2d6. Fait que pour une petite unité qui vient de popper peut-être à quelque Des part, petits puis qui pourrait... blessures mortelles, là. Si vous réussissez à le mettre proche d'un petit héros, justement, d'un support hero de l'autre côté, et que vous commencez à faire des petites mortelles dessus, ben soudainement, il peut peut-être faire la job. Donc, j'aime bien le nouveau rejeton. Parenthèse, j'ai vu quelqu'un, puis je l'ai utilisé en Slanesh aussi, des petits Chaos Pound, juste pour compléter ma liste, pour les blesser, finalement, pour faire des points. Ouais. Puis comme on les met à côté de nos sorciers qui vont lancer un de l'espel pour blesser nos propres unités, lui, c'est le fun parce qu'il se guérit à chaque tour, donc tu peux le blesser à chaque tour pour générer des petits points de dépravation. Bon, ça, c'est si on joue Slanesh, mais bon, pourquoi pas. C'est la première chose que j'ai vue quand je les ai vus. Ça peut avoir une place dans une liste Slanesh. Maintenant, on a d'autres magiciens avec des noms tout aussi intéressants, en fait. Le Fluctuarque. Le Fluctuarque. Le Fluctuarque, oui, le Flux Master. Oui. Chose qu'ils ont bien faite, honnêtement, dans ce livre-là, c'est que chacun de nos héros comme ça, les Heralds, sont vraiment venus leur donner chacun leur identité. On vient de voir le Fudgehammer qui a gardé le même spell qu'il avait, qui faisait du dégât. OK? Mais avant, les Blue Fire et les Pink Fire qu'on va voir sur les deux autres Heralds, c'était encore des spells de dégâts. Et là, ici, ils ont été pas mal changés. Donc, le Flux Master, en gros, lui aussi a le nouveau Arcane Tome, donc est capable de rerouler un casting pour se donner +3. By the way, Games Workshop aurait pu trouver un autre nom qu'Arcane Tome, l'un de leurs artefacts les plus utilisés dans tout le jeu. Je veux dire, il aurait pu mettre n'importe quoi d'autre, mais bon, ça a l'air qu'il ne devait pas avoir d'argent pour aller chercher un nouveau terme, I guess. C'était juste mon petit commentaire de plaisir. Le nouveau spell ici, le Blue Fire of Zinj, spell très intéressant, casting de 8, range de 18. Vous lancez 9 dés, 5 plus, donc chaque 5 plus est une mortelle. Et chaque 5 plus vous donne un Fate Point. Donc, vous allez accumuler des Summoning Points avec ça. Donc, très intéressant. Puis, ce que ça ne vous dit pas, c'est que vous faites aussi un point parce que vous avez casté. Fait que dans ma partie cette semaine, j'ai été chanceux, j'ai roulé 5 plus. Ça veut dire que juste avec ce sort-là, je venais de faire 6 Summoning Points d'un coup. Ce que j'ai fait 2 fois dans la partie, fait qu'en 2 tours, le Flux Master que j'avais summoné avec 12 Fate Points s'était repayé automatiquement, en plus de faire quelques petites mortelles. Donc, tout à fait. Excellent spell pour 170 points, si je ne me trompe pas. J'ai de la misère à ne pas le mettre dans une liste ou à ne pas être mon premier summon, si je peux me permettre de ne pas avoir à summoner des bleus, par exemple, ou quelque chose comme ça. Là. Très, très, très fort. Très, très, très fort. Cool. Si on passe maintenant au mystificateur, a.k.a. le Changeling, avant, c'était un modèle que toutes les listes Zinch, beaucoup de listes Zinch avaient. Est-ce que c'est encore le cas avec le nouveau Battle Tome? Non, c'est malheureux parce que je trouve que c'est un des plus beaux modèles qu'ils ont fait. Là. Ouais. Mais non, on ne le prend pas. Je veux dire, on peut le mettre en réserve et il va arriver à la fin de la movement phase. Et son habileté à lui se déclenche dans la phase de héros adverse. Ça veut dire qu'il doit survivre tout ce tour-là et se rendre jusqu'à la prochaine hero phase pour espérer faire quelque chose. Je vois aucune utilité à l'avoir. Avant, c'était le two-caster le moins cher qu'on avait dans Zinch. Maintenant, on a des bien meilleures options qui vont affecter le board bien avant lui. Donc, c'est malheureux, mais je ne vois pas. La seule petite combo qu'on pourrait faire, c'est utiliser les jazz qui se basent sur le movement speed d'une unité pour leur faire des mortels avec la différence. Lui, il vient couper de moitié le mouvement d'une unité. Donc là, peut-être qu'on voudrait aller chercher plus de mortels avec les jazz, mais en même temps, il faut qu'on se rende jusqu'au tour adverse. Donc, lui, il y a des chances de mourir avant ça. Donc, je ne me vois pas vraiment l'utiliser sérieusement. OK. Intéressant. Donc, toujours dans
la suite, en fait, là, des noms toujours plus intéressants, des traductions toujours plus intéressantes les unes que les autres. On a un autre monstre, cette fois-ci, le Oui, tu l'as falsificateur. spoté. Je suis certain que depuis tantôt, tu Ben oui. regardais c'était Écoute, lequel. à cette heure que tu m'as dit ça, à chaque War Scroll, je regardais lequel avait le mot-clé monstre. Je l'ai trouvé. Ben, c'est à cause de sa face de lune, en fait. C'est Oui, clairement ça, là. probablement, effectivement. Le Changecaster, donc, est un monstre. Donc, amusez-vous à détruire le terrain luminette avec ce petit héros. Beaucoup de plaisir. Oui, Alex, on va le détruire. Lui aussi a eu un nouveau spell. Donc, encore l'Arcantum, même chose. Son spell, très intéressant. À 18 pouces, vous choisissez une unit et elle a -1 à ses save rolls. Donc, juste aller chercher un moins de save peut être très intéressant dans des builds de Flamers, par exemple. Donc, a sa place lui aussi, je crois. Changecaster qui sont vraiment venus. C'est ça qui est intéressant. Ils sont venus leur donner un peu plus, chacun leur raison pourquoi vous voudriez le prendre dans votre liste. Donc, peut être très intéressant pour des listes qui vont se baser un peu plus sur le dégât, que ce soit shooting ou en mêlée. Un save est toujours excellent. Donc, un autre modèle qui faisait partie de plusieurs listes, Zinch, les scripts bleus, les Blue Scribe. Je pense qu'ils ont quand même subi certains changements importants. Est-ce que ces changements-là font en sorte qu'on le garde, qu'on le retire? C'est intéressant. C'est intéressant. Je vais t'expliquer avant pourquoi je pense ça, puis je vais te dire qu'est-ce que j'en pense après. C'était bien OK. dit. On a perdu l'habileté d'avoir. Le spell, en fait, du Blue Scribe, c'était de rerouler les castings pour tout le monde alentour de lui. Ça, il l'a pu. Ouais. On a encore l'habilité de lancer un sort automatiquement sur un 2+. Par contre, il faut bien se rappeler que ça, c'est une habilité. Ça veut dire que vous ne gagnez pas un fate point quand vous faites ce casting-là. Ce n'est pas un casting, c'est une habilité qui fait que vous avez réussi un spell. C'est pas la même chose. Vous pouvez, dans le fond, on a perdu l'affaire de connaître les spells qui étaient castés alentour. Maintenant, c'est quand il y a un sorcier ennemi à 9 pouces du Blue Scribes lance un sort. Sur un 3+, vous recevez un fate point. Ce qui n'est pas mauvais, mais il faut être à 9 pouces de l'ennemi, ce qui est très, très, très proche pour un modèle comme ça, à 5 wounds. Donc, ça peut être moins intéressant. En Zinch, j'ai de la misère à le justifier. Par contre, je pense que c'est rendu encore plus un excellent allié dans d'autres factions ou même dans Legion of the First Prince parce que maintenant, il connaît tous les sorts du domaine du destin et tous les sorts du domaine du changement. Donc, soudainement, vous amenez un genre de toolbox dans une autre armée et qui va pouvoir caster ces spells-là sur un 2+, sans pouvoir être unbindé, tout ça. Donc, votre arcane suggestion qui faisait plein de débats, vous l'amenez dans une autre armée, votre Nexus, votre Shield of Fate, pardon, vous avez des blessures mortelles aussi à travers tout ça. Donc, peut être très intéressant. Je pense qu'il est plus intéressant pour d'autres armées. Effectivement. Parenthèse, on peut utiliser les sorts d'un domaine de sorts alors qu'on n'utilise pas le livre de faction? On se demande si ça ne va pas être faké, si ça va survivre ce Battle Tome-là, mais en ce moment, c'est faisable, effectivement. Okay. On l'a vu, entre autres, des armées qui peuvent inclure un sort et acheter un sort persistant, par exemple, de sa faction, et même le pouvoir le lancer, si je ne me trompe pas. On ne peut plus l'avoir dans une autre armée, je crois. Je pense que si, par exemple, je joue Slaves to Darkness puis j'allie un caster Zinch, je ne pourrai pas acheter un Endless Spell Zinch. Même si tu as cette pointe d'allié, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Ça marche plus. Il faut vraiment que ça se fasse partie de ton Battle Tome. Par contre, maintenant, n'importe qui peut lancer le Endless Spell une fois qu'il est dans ta liste. Même principe pourquoi un joueur Stormcast peut avoir un allié Slan et que c'est le Slan qui va caster la comète des Stormcast, par exemple. Ça, c'est faisable. Ah, intéressant. OK. Si on passe maintenant au prochain War Scroll, en fait, là, on tombe dans les unités démoniaques, une unité qui a fait couler beaucoup d'encre depuis, en fait, les débuts d'AOS. Je pense qu'une unité qui a été faquée, refaquée, surfaquée. Est-ce que cette mouture-là, finalement, vient clarifier, finalement, comment les horreurs fonctionnent? Ben, on se demandait encore une fois quelle façon Games Workshop allait utiliser pour briser le War Scroll des horreurs. Et finalement, on fait le choix d'utiliser le même War Scroll qu'on avait fini par avoir là, avec les derniers Battle Scrolls. Ils sont venus un petit peu préciser comment ça se passe au niveau du split, au niveau de ces choses-là. Mais sinon, il n'y a rien de changé là, au niveau du War Scroll. C'est encore
50 wounds que vous achetez pour 250 points, ce qui peut être très, très intéressant. Je dirais que dans un monde, dans une saison comme on a là avec Bounty Hunters, c'est moins intéressant, beaucoup plus d'unités qui peuvent passer au travers de ces horreurs-là. Lorsqu'on quittera probablement cette saison éventuellement, qu'il n'y aura plus de Bounty Hunters, je pense que ça va être intéressant de les mettre Battle Line encore. Par contre, vous avez un workaround, vous pouvez acheter une unité mixte, qu'elles appellent, et mettre le nombre de modèles que vous voulez de chaque. Dès qu'il y a des pinks dedans, elle coûte 250. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez 9 pinks et une bleue. Et soudainement, parce qu'elle n'est pas toutes des pinks, elle n'est plus Battle Line et donc elle n'est plus Galician Vet. Donc, ça vous coûte un slot de Battle Line que vous devez aller acheter ailleurs, mais soudainement, vous avez 47 wounds au lieu de 50, mais vous ne pouvez pas avoir 2 dégâts contre vous à cause de Bounty Hunters. Donc, c'est probablement le meilleur deal à faire avec les horreurs en ce moment, si vous pouvez vous permettre d'acheter d'autres Battle Line. Bon tricks, pour de vrai. Il faut le savoir. Tout à fait. C'est le genre de tricks à Zinch. Il faut que tu l'expliques à ton adversaire pourquoi ces bonhommes ne feront pas 2 dégâts dans mes horreurs et qu'il ne pourra pas passer à travers de 100 wounds d'horreur, alors qu'habitude, il aurait peut-être pu le faire. Donc, d'autres unités donc, avec des hurleurs, avec des screamers. On a bien sûr le char ardent et les hurleurs eux-mêmes. On a parlé un petit peu tantôt qui ont reçu un buff au niveau de leurs attaques, leurs morsures. Est-ce que ça les rend plus alléchantes, ces unités-là? Honnêtement, j'aime beaucoup les Screamers. Avant, il y avait 3 attaques, 4+, 3+, pas de rend 1. Faisaient des 3 contre des monstres, ce qu'ils ont perdu. OK. Par contre, maintenant, on a un +1 to hit en tout temps. On a le rend en tout temps. Et ils sont venus changer aussi leurs règles pour faire des mortels quand ils passent par-dessus. Chose intéressante, ils ont rajouté aussi mouvement normal quand ils courent, quand ils ont replié. Et eux, contrairement aux autres unités, ont rajouté aussi sur les charges. Oh, intéressant. Donc, ça veut dire que vous pouvez charger, juste venir faire passer vos modèles, point 1 par-dessus la base de quelqu'un et revenir coller sur le modèle. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire des mortels à l'ennemi sur votre charge. C'est sur un 4+ au lieu d'un 5+. Maintenant, une mortelle pour chacun des Screamers. Et pour une unité qui bouge à 16, beaucoup de chances que vous soyez capable de passer par-dessus une unit au mouvement, finir à 3 pouces, charger, faire des mortels en passant par-dessus et ensuite vous battre. Donc, généralement, en faisant ça, 3 Screamers vont faire 3 mortels statistiquement et vont se battre par la suite. Surtout dans une armée que ça bouge de 16 et que vous pouvez peut-être Destiny Dice la charge, une grosse charge par exemple. Ça devient très, très, très intéressant pour eux. Pour 100 points, c'est votre battle line la moins chère lorsque vous la prenez dans Oath Sarkhanum. Donc, très intéressant. J'aime beaucoup les Screamers maintenant. Ça donne même le goût de faire des paquets de 6, des paquets de 9 et de les buffer. On peut facilement les mettre sur du 2+, 2+, moins 1, 1. Et comme on a vu, on a plusieurs façons maintenant d'aller chercher, d'empêcher les All-Out Defense ou de faire des moins 1 de save à l'ennemi. Donc, soudainement, une unité qui peut surprendre. Oui, tout à fait. Puis, on en parlait dans la dernière vidéo, Vincent, Yann et moi, au niveau du jeu dans iOS 3, où est-ce que le mouvement s'est tellement rendu important. Ça t'en donne du mouvement. 16 pouces de mouvement de base, 14 pour le chariot. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et puis moi, je voyais, tu disais, on peut les jouer en 6-9, les buffers, mais juste en petit paquet de 3, et ça s'est rendu une unité de chasseurs incroyable parce qu'ils vont passer par-dessus le petit héros qui va le tuer. Ils vont le charger, comme disait en moyenne, ils font 3 blessures mortelles. Un petit héros a 4-5 points de vie. Après ça, avec les attaques, il risque de le passer. Donc, ça devient une unité de chasse qui peut remplir son rôle. Puis à 16 pouces de mouvement, elle va pouvoir se déplacer derrière les lignes ennemies. Mais une belle petite unité, vraiment. Absolument. C'est des démons, donc moins 2 contre eux s'ils sont proches d'un héros. Et 3 fois 3 Screamers en Expert Conquerors, soudainement peuvent aller voler des objectifs un peu partout. Donc, ça peut être super intéressant. Je les aime beaucoup. Puis on n'a pas parlé du char ardent, là, mais j'avais pas grand-chose à dire sur le char ardent. Ils valent vraiment pas la peine, malheureusement. 6 wounds sur un 4+ save, c'est beaucoup trop cher à payer pour ce que ça amène. Donc, gros skip, malheureusement. 2 unités, en fait, qui ont fait couler aussi beaucoup d'encre avec les différentes sous-factions, entre autres, dans l'histoire de Zinch, les fameux Flamers, les incendiaires et l'incendiaire exalté. Est-ce qu'on va en voir toujours autant? On va en voir parce qu'il y a clairement encore un build à faire avec ça, avec Tenor Conflagration, le +1 de Rennes.
On a une manière, on n'a plus de change host, hein, feu change host qu'on avait par le passé, qui est une bonne chose quand même, selon moi. Mais on a maintenant une manière aussi de les mettre en réserve pour les protéger. On s'entend que c'est l'unité Glass Cannon par excellence. C'est quand même des Flamers, là, c'est 2 wounds. Là. On a eu un bonus à leur save, 4 plus au lieu de 5, mais quand même, c'est 190 points pour 6 wounds. Très cher payé. Ils peuvent faire beaucoup de dégâts. On changeait un peu leur profil d'attaque, c'est un peu particulier. Maintenant, on a leur bonus tweet sur des unités à 5 modèles et plus au lieu de 10 modèles et plus. Donc, c'est un peu mieux adapté aux unités qu'on voit maintenant. Pour une raison quelconque, ils ont laissé les 4 plus tweet, 3 plus to wound sur l'Exalted, mais les Flamers normaux, ils ont switché ça, puis c'est rendu 3 plus to hit, 4 plus to wound. Donc, OK. Merci. Et maintenant, on a un plus 2 to hit aussi sur les Flaming Mars au combat, au corps à corps. Donc, un petit peu meilleur au corps à corps. C'est surtout qu'on a des manières de se rendre maintenant jusqu'à moins 4 de rend, finalement. Là. On peut faire les 2 spells de moins 7 qu'on a vus, étant donné qu'un flagration pour plus 1. Puis on peut avoir un Purple Sun, par exemple. Donc, on a quand même des moyens de le faire. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça va être viable? Je ne l'ai pas testé encore. Comme je vous dis, c'est très Glass Cannon. Dès que ça va se faire toucher, ça va exploser. Mais ça a le potentiel de faire encore beaucoup de dégâts. Donc, ça reste à voir. OK, intéressant. Cette fois-ci, on tombe dans la portion arcanite, la portion mortelle. Tu l'avais dit tantôt, au niveau des sorts, on veut avoir des casters arcanites. Donc, est-ce que l'invocateur cachectique... Cachectique. Oui. Donc, est-ce que c'est un modèle qu'on va vouloir avoir? C'est drôle que tu dises on tombe dans maintenant les arcaniques parce que. Qui est lui-même démon aussi. Hein. Il est un démon et ils lui ont enlevé son keyword arcanite qu'il avait avant, mortel. Ah! Donc, soudainement, il est rendu juste un démon. Je pense que Games Workshop s'en sont pas Je rendus ne l'avais pas compte. vu. Et ils l'ont mis là avec les arcanites. Mais l'invocateur cachectique, la version sur disque, la version à pied, finalement, a beaucoup changé quand même. Maintenant, cette unité-là connaît tous les sorts du domaine du destin, donc le domaine des arcanites, donc un excellent domaine, comme on a vu tout à l'heure. Elle a la nouvelle habilité qu'on a vue en preview, le Seigneur des Tours d'Argent, qui est un peu funky. Là. À la fin d'une phase, je choisis un héros ennemi qui est à 9 pouces d'unité et qui a fait une attaque qui a ciblé votre héros. Ou qui a utilisé une aptitude pour infliger une blessure mortelle à cette unité. Là. Puis vous faites 2d6, puis si le jet est supérieur, elle est retirée du jeu. Donc, c'est sûr qu'il faut que votre Gun Summoner survive. C'est quand même juste 6 wounds. Ouais. Mais tout d'un coup, vous retirez une unité du jeu. Et c'est bien précisé que le héros n'est pas slain. Il n'est pas tué. Il est juste retiré du jeu. Ça veut dire que l'Engine of the Gods qui revient à la vie sur un 2+, ou un 4+, je ne sais plus trop quoi, c'est non. L'interaction avec Moratti, par exemple, comment ça fonctionnerait? L'interaction avec Moratti, c'est que si vous enlevez petite Moratti, par exemple, grosse Moratti reste sur la table quand même. C'est juste que vous avez enlevé, vous avez retiré. Mais on peut, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça vient bypasser le cœur de Kane pour les 3 blessures par tour, là, complètement. Oui, parce là. que vous ne la tuez pas et vous... C'est ça, on la retire. Exact, vous Elle la n'est pas retirez. slain. Vous pourriez juste enlever petite Moratti et dire parfait, tu peux continuer à jouer avec grosse Moratti, mais ton castor n'est plus là. Tu l'as pas. Ouais. Et ça vient aussi bypasser des règles justement qui reviendraient à la vie, comme la nouveau War Scroll à l'Ariel, par exemple, qui peut revenir à la vie. Bien là, elle n'a pas été slain, elle a été retirée du jeu, ce qui est une chose différente. Donc, à quel point ça va arriver souvent, encore une fois, il faut que Moratti ou à l'Ariel ait attaqué le Gun Summoner et ne l'ait pas tué. Et il faut vous rouler 2d6 ensuite. Et il faut que ça soit. En tout cas, c'est vraiment, vraiment très, très peu probable, mais bon. Non, mais c'est juste la règle existe. Ouais, c'est un peu particulier. Les possibilités mathématiques existent. Exact. Okay. Au niveau de son spell, on a encore un spell anti-orbe sur des 5+ mortels. Et sa nouvelle habilité qui vraiment fait parler de lui, c'est le portail argenté. Donc, après qu'on l'ait déployé, on peut mettre 2 unités en réserve dans le portail argenté. Par contre, pour les amener, il faut qu'elles soient entièrement à 9 pouces du Gun Summoner. Et si vous ne l'avez pas fait avant le 4e round, ils sont morts. Ça veut dire que c'est un gros gamble parce qu'il faut que votre Gun Summoner survive. Sinon, vous perdez vos unités. Donc oui, c'est bien beau de dire je vais mettre 2 paquets de 9 flamers là-dedans, dans les cieux. Mais
si votre gun summoner est tué avant. L'adversaire a une bonne alpha strike puis qu'il te le sort, ça vient payer. C'est ça, il a exact. fait 6 blessures qui ont été payantes pour lui. Oh oui. C'est ça. Il faut qu'il y ait un counterplay à quelque part parce que c'est une habilité très forte. Oui, pour le shooting, tout ça, mais en même temps, dans une armée où on peut avoir un paquet d'horreurs qui vont vous auto-charger avec des Destiny Dice à 9 pouces, c'est une habilité aussi qu'il faut qu'on ait une manière de jouer contre ça un peu, parce que sinon, je pense que ça serait beaucoup trop fort. Donc, version sur disque, version à pied font la même chose, un peu plus cher payé pour le disque, mais 16 pouces de move, un wound de plus. Je pense qu'ils valent la peine, mais il faut savoir bien les utiliser, effectivement. On veut mettre une unité en réserve avec lui, je pense. Celui sur 10, c'est plus intéressant parce qu'avec son 16 pouces de mouvement, plus le 9 pouces Holy Within que tu vas mettre l'unité, ça fait que tu peux aller mettre l'unité à peu près n'importe où sur la table. Là, parce que c'est 16 pouces plus un run potentiellement de 6. Oui, il y a des choses qu'on peut faire même aussi. Vous pourriez même dire je le fais avec l'espèce Lock-On de Soulseeker qui va le téléporter et qui peut move après, ce qui veut dire que finalement, vous faites n'importe où sur la table pour déployer vos unités. Donc, il y a des choses à faire intéressantes avec ça, mais il y a un danger aussi, c'est sûr et certain. Étonnamment, ils ont perdu le keyword Slave to Darkness. Donc, possiblement pourrait être utilisé, je crois bien, en Legion of the First Prince aussi, parce que je pense que Legion n'a pas le droit de prendre, où il y a une règle spéciale contre les Ever Chosen ou Slave to Darkness, je ne sais plus trop quoi. Ça faudrait que je revérifie cette partie-là, mais connaître tous les sorts du lore of Fate, donc pourrait peut-être un pic intéressant aussi. Cool. Un autre sorcier, cette fois-ci, lui, vraiment arcanite avec le bon mot-clé. Le Magister, donc, qui a reçu une nouvelle figurine récemment. Donc, qu'est-ce qu'on en pense du Magister? Possiblement le most Improved Wizard de tout le livre, honnêtement. Il y a une version à pied, une version sur disque, donc un peu le même principe, un wound de plus, un save de plus sur le disque et un move à 16. Ont les mêmes habiletés, donc c'est pour ça que je parle un peu des deux en même temps. En gros, maintenant, vous avez touché par la magie. Donc, si vous réussissez votre premier casting roll et qu'il n'est pas unbindé, vous pouvez caster un spell de plus dans la hero phase. Par contre, si ce spell-là est un double, le spell est raté et votre Magister est slain, ou vous pouvez choisir de le transformer en un Chaos Spawn. Donc, beaucoup de choses intéressantes avec cette habilité-là. Je parle tout de suite de la deuxième avant. Le spell aussi, c'est on a une thématique de Chaos Spawn avec ce War Scroll-là. Là. Donc, Bolt of Change, à 18 pouces, on fait des 3 mortels. Et s'il y a un modèle qui est tué, on peut mettre un Chaos Spawn dans l'unité. Donc, Kairos a pu cette habilité-là. Maintenant, le Magister peut le faire. Touché par la magie, soudainement devient un 2-caster. Très, très bon. Il y a des choses qu'on peut faire avec ça. Si on lui met Cold Demagogue comme common trait sur les doubles, il ne peut pas être unbandé, le cast est réussi, tout ça. Si notre deuxième sort est un double, qu'on pourrait prendre avec nos Destiny Dice, par exemple, eh bien, la core rules des triggered abilities se déclenche puisqu'on a deux habilités qui se trigger sur le même jet, le même roll. Donc, et là, à ce moment-là, vous choisissez, donc vous pourriez choisir juste le Cold Demagogue au lieu qu'il soit slain. Donc, déjà là, vous pouvez empêcher de le tuer. Et en ce moment, il y a un peu ce qui fait la rage sur les internets, c'est le combo que vous êtes capable de faire avec le Magister et avec l'Incarnate. Vous êtes comme... L'affaire, c'est que ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir par exemple, un sigil ou un simulacrum, peu importe, votre Endless Spell que vous avez mis au début de la game sur la table. Il est casté. Vous assurez de ne pas le caster par le Magister. Quelqu'un d'autre le caste. Le Magister est bindé avec le Incarnate. Donc, dans votre tour à vous faites ça avec le Magister, vous castez son premier spell, réussi. Deuxième spell, vous faites exprès de prendre un double pour le tuer. Vous ne le transformez pas en spawn, vous devez vraiment le tuer, qu'il doit être slain. À ce moment-là, l'Incarnate devient wild, devient sauvage et traite tous les modèles de votre armée comme des ennemis. Ce qui veut dire que le sigil qui est sur la table a été lancé par un casteur ennemi. Donc, l'Incarnate s'avance, charge le sigil, roule ses 2 dés pour essayer de le bouffer. Level up, c'est sur un 5. Il y a un risque, mais quand même, avec un +2, devrait le réussir. Et la règle de Arcane Armies dit que votre Endless Spell ne peut pas être dispellé dans le premier round, mais ça ne dit pas
qu'on ne peut pas faire ça. Et quand on lit la règle de l'Incarnate, si le jet de dés est réussi, c'est vraiment deux choses différentes qui se passent. Premièrement, on bouffe l'Endless Spell, on ne peut pas. Et deuxièmement, vous montez de level. C'est vraiment deux choses différentes. Ça veut dire que vous pouvez vous monter de level vous-même avec l'Incarnate. Quand même. Mais on s'entend, ça ne survivra pas à une FAQ. Clairement, généralement, les FAQ de Games Workshop, quand ils checkent des affaires, est-ce que ça fait du sens logiquement? Et que là, le sens logique de ça, c'est que votre créature bouffe un Endspell pour se level-upper et que là, le Endspell est encore sur la table, ça fait 0 comme logique. Donc, je ne m'attends pas à ce que ça reste bien longtemps, mais sachez que Roll as Written, c'est un combo qui est faisable et qui va en faire rager plus d'un. Parce que là, il bouffe sans qu'il disparaisse. Fait qu'au tour d'après, il est encore là, l'Espel. Il peut leur bouffer s'il a perdu un niveau. Fait que là, on vient de pas réussir à sortir l'Incarnate de la game ou à peu près. Là. Absolument. Puis généralement, Incarnate est meilleur quand il est sauvage. Le plus un tweet et run and charge. On s'entend. Donc là, vous venez de gérer ça. Vous prenez le Magister à pied qui coûte juste 120 points. Il a fait sa job. That's it. Combo intéressant. Très Dimchi, mais ça ne survivra pas. Ben oui, en fait, tout à fait. Si on passe au suivant, on a l'imprécateur. On ne fera pas le Magister à pied parce que les règles sont les mêmes, en fait. Là. Donc, on parle de l'imprécateur. C'est quoi celui-là en anglais? Le Curseling. Le Curseling, oh mon Dieu, oui. Le Curseling que j'ai juste ici, en plus. Le nouveau modèle du Curseling qui est tellement beau, qui est sorti avec Arcane Cataclysm. Ouais. C'est spécial, le Curseling, parce qu'on avait le Curseling d'autrefois. On a eu un nouveau War Scroll avec la boîte qui était vraiment moins bon, selon moi. Et là, on est revenu avec un genre de mix des deux. On a comme une habilité qui est restée du vieux War Scroll, une habilité qui est restée du nouveau. Il est quand même particulier, mais selon moi, il fait quand même un beau mix maintenant. Donc, il reroll les jets de Dispel et Unbind tout le temps. Solide. S'il réussit à unbinder un spell, il va pouvoir immédiatement caster son spell sur son War Scroll sans qu'il ne puisse être unbindé. Déjà là, s'il casse son spell, même si vous êtes dans le tour ennemi, ça vous fait un fate point aussi. Et son spell maintenant, c'est que vous choisissez un sorcier ennemi à 30 pouces. C'est sur un 4 to cast, donc c'est facile à faire aussi. Et sur un 2+, vous pouvez choisir un de ses spells sur son War Scroll et le connaître pour le reste de la partie. Donc, merci Teclis pour le 5+ ward à l'entour de moi. Wow. Ça peut être très intéressant. Encore une fois, faut-il attendre le nouveau livre Luminette? Peut-être qu'il y aura que le spell ne sera plus là, peu importe, on ne sait pas. Là. Effectivement. Pardon. Donc, Curseling, votre seul héros à pied sur un 3+, save aussi. Héros arcanite. J'aime beaucoup le Curseling en général avec le Cold Demagogue pour réussir sur des doubles. 2 Fate Points et le Arcane Tome pour qu'il devienne un triple caster à 180 points. Je trouve que c'est un excellent deal. Fait vraiment une bonne job. Va connaître un spell du lore des Arcanites. Donc, très solide. Je l'aime beaucoup. Honnêtement, votre général, je pense que ça va être soit lui, peut-être un Magister, sinon aussi avec Cold Demagogue, ça peut être très faisable. Ou j'ai un autre combo, ça peut être aussi avec le Command Trick de plus 9 pouces, mais j'ai un autre combo qui s'en vient aussi avec ce Command Trick. Intéressant. Maintenant, si on passe avec les unités de Underworld, c'est rare qu'il y ait des belles trouvailles, mais cette fois-ci, est-ce qu'on peut les utiliser? C'est pas mauvais. C'est un genre de Magister que vous allez avoir un spell différent là, qui se donne un command point puis qui peut l'utiliser après. C'est sur un 5. C'est un spell facile à caster. Ça vous donne un fate point. Mais c'est cher payé. Oui, on a quand même beaucoup de wounds. Tous ses compagnons ont quand même beaucoup de wounds à côté de lui, mais ça ne vaut pas vraiment la peine là, de prendre cette unité-là, malheureusement, selon moi. C'est cher payé pour ce qu'on a. Cool. Deux autres héros, Xavier, qu'on peut voir, le Destinarch, aussi appelé le Fate Master, si je ne me trompe pas, et peut-être une des plus belles figurines de toute la gamme de Tzeentch, le Groïde Thaumaturge. Okay. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ces deux héros arcanites-là? Je pensais que tu étais en train de dire que le Fate Master était le plus beau modèle. Non, malheureusement. C'était comme... oui, le grade est super beau, effectivement. Au niveau du Fate Master, a perdu son habilité de reroll, qui était là. Je veux dire, c'était un staple dans les builds de Flamer et tout ça. Par contre, a quand même un +1 to wound pour toutes les attaques des Disciples of Tzeentch, Holy Within 9. Donc, autant au shooting qu'en mêlée.
Donc, encore une fois, avec les Flammeurs, c'est sûr qu'il est présent pour donner ses buffs. Puis, il y a un Ignore Spell là, sur un 4+, qui est intéressant aussi. Il peut faire un peu de dégâts en combat. N'est pas un Wizard, peut être un bon récipiendaire du Arcane Tome. Mais bon, quand même un buff intéressant, coûte pas trop cher. Ça peut être un arcanite assez intéressant à avoir sur la table, ne serait-ce que pour son +1 tour. Au Le fait niveau. qu'il ne soit pas un magicien, par exemple, c'est quand même un coup. On veut des magiciens, on veut casser des sorts. Là. C'est sûr, mais je pense que son buff est tellement intéressant dans certains builds qu'il va être un auto-include, puis dans d'autres, il ne sera juste pas là, tout simplement. L'Ogroïde a changé un petit peu maintenant, dès qu'il a subi des blessures plus tôt dans une phase, ben, il y a plus un tweet, plus un tour. Quand même respectable en combat. 4+ save maintenant. Son spell n'a pas changé, donc il peut faire des 6 mortels à 18 pouces et se heal, se gagne un wound pour chaque blessure infligée. C'est le porteur du Commentrate Arcane Sacrifice que je trouve intéressant parce que vous lui donnez Arcane Tome, vous lui donnez ça, et vous lui donnez Bolt of Zinch, qui devient soudainement, c'est le seul qui va être capable, puisque Keros a perdu son sport, c'est le seul qui va être capable de faire des spells à 27 pouces, et ça va être 2 spells qui font, au final, va faire 2d6 mortels, dans le fond, 2 spells qui font d6 mortels. Donc, tout ça pour s'infliger une wound à lui-même. Donc, peut être quand même intéressant. Il va avec. Oui. Il va pouvoir guérir avec Heroic Recovery. Exactement, donc possiblement il va se guérir lui-même. Donc, peut être intéressant pour ça, effectivement. C'est pas mon premier choix, mais je sais qu'il y a du monde qui expérimente avec ça et qui l'aime bien. Oui. Clairement, c'est très viable aussi, très faisable. OK. Intéressant. On tombe maintenant dans les hangars. Tu sembles un peu déçu, Xavier. Le chaman et les hangars Skyfire qui ont fait rager plusieurs personnes dans AOS 1. Explique-nous ta déception. Ma déception vient simplement du hangar chaman, qui est un de mes modèles préférés. A perdu les buffs qu'il donnait alentour de lui sur les hangars sur disque. Je ne vois aucune raison de le mettre dans une liste maintenant, malheureusement. C'est vraiment triste. Il n'apporte rien de spécial à l'armée. Son spell qui rajoute des Zengars, c'est pas terrible. Honnêtement, c'est malheureux. A la même nouvelle habilité des autres héros, là, qui reroll le casting et il ajoute +3 dessus. Mais lui, ils ont décidé de l'appeler quand même Sorcerous Elixir au lieu d'Arcane Tome pour des raisons inconnues. Mais sinon, je ne me vois vraiment pas amener un Zangar Shaman maintenant. Il n'est plus drôle, c'est ça. C'est ce qui est malheureux. Ouais, je comprends. Par contre, les Skyfire, est-ce qu'ils font un retour? Skyfire, très intéressant ce qu'ils ont fait avec les Skyfire. Je suis encore en période de test, puis je ne sais pas si je les aime ou si je les aime pas. Il y en a qui maintenant ne jurent que par eux. Il y en a maintenant qui ne les trouvent pas plus utiles. Ils ont quand même été nerfés beaucoup par le passé, Skyfires. On se rappelle, avant, il y avait des listes de 2x9 qui faisaient rager beaucoup de gens, mais ont encore leur attaque, un shot chacun à 24 pouces. Donc, sur un disque à 16 pouces, on peut quand même shotter un peu partout. 4+, 3+, moins 1 D3. Les 6 tweets font D3 mortels automatiquement. Maintenant, le héros n'a plus, pas le héros, mais le leader n'a plus un tweet, c'est un shot additionnel, ce qui est bien. Par contre, ce n'est plus une unité de mêlée. Avant, rerollait to hit wound quand ils se battaient avant une autre unité, là, ce qu'ils n'ont plus. Correct, il n'y avait pas besoin vraiment de ça. Leur nouvelle habilité, Guided by the Future, super intéressante. Ignorez les modificateurs à vos hit rolls et à vos wound rolls quand vous tirez avec eux. Mais qui sont négatifs. Donc, on peut les booster. Oui, exactement. Et ignorer l'unité qui fait les saves aussi, vous ignorez les modificateurs positifs pour les save rolls. Exact. Ça veut dire que Mystic Shield, All Out Defense, ça ne marche pas. Mais on n'ignore pas les négatifs. Mais le REM fonctionne, effectivement. Même chose pour est-ce qu'il est garrisonné avec le moins 8 ou si Lookout Sur, ça ne s'applique pas non plus. Vous allez toujours tirer sur votre 4+, et donc sur du 3+, généralement, si vous mettez un All-Out Attack sur vos Zengars, sur vos Skyfires. Donc,
beaucoup de gens qui jouent avec un paquet de 6, c'est rendu vraiment des snipers. Là. Ils sont là pour tirer des petits héros, faire du dégât très précis, très de qualité, je dirais, à un endroit. C'est pas une grosse unit qui va dégommer une unité de battle line là, pleine. C'est vraiment là pour sniper des héros. Je les ai essayés une fois. Ça reste quand même 7 shots sur du 3+. Il y aurait moyen de les mettre sur du 2+, justement, avec un Fate Master à côté. C'est un investissement qui pourrait être fait. Est-ce que ça vaut la peine? Ben là, je suis encore en train de débattre là-dessus, sur tout ça. Là, parce que... Mais pour aller chercher des petits héros, justement, isolés, qui ignorent le lookout surf. Effectivement. Puis, tu sais, on peut quand même utiliser nos Destiny Dice, faire des 6, faire des mortels. Ils ont leur place. C'est quand même 190 points pour 3. C'est pas peu cher payé. Non plus vraiment drôle en combat. Avant, on pouvait quand même aller se battre un peu avec un petit héros ou aller tuer une petite unit, par exemple, sur un objectif. Maintenant, ils ne le feront plus vraiment. Donc, dur à dire, mais c'est intéressant la règle, par contre, qu'ils sont venus leur mettre. C'est très, très, très intéressant. Excellent. Toujours dans la catégorie des Zangar, donc on a des Zangar éclairés, donc les Enlightened, qui sont happy ou qui sont sur disque. Donc, je pense que les règles sont les mêmes. La différence étant bien sûr le mouvement, donc la monture également qui se rajoute. Qu'est-ce qu'on en pense des Enlightened? Ben, premièrement, j'aime mieux la version sur disque. Je pense que le 16 pouces de move, le +1 aussi de wound, là, il y a 4 wounds au lieu de 3, je pense que ça vaut la peine. Pour 180 points au lieu de 95 à pied. C'est sûr que c'est pas cher, mais en même temps, le 16 pouces, c'est vraiment, vraiment très utile. C'est le nouveau Warscroll identique à ce qu'il y avait dans la boîte Arcane Cataclysm. Donc, maintenant, tout ce qui est en dedans de 3 pouces ne peuvent pas recevoir de commande dans la combat phase. C'est comme un pseudo-ren. Ça veut dire que vous n'allez pas faire en Lord Defense, mais ça veut dire aussi que, par exemple, My Tante ne pourront pas se donner le +1 à leur ward. Ça vient quand même canceller. Fire Slayers ne pourront pas le Strike First contre eux non plus. Donc, très intéressant pour eux. Donc, des choses intéressantes à faire ça. Et +1 to wound maintenant, quand ils sont deuxième dans le round, ce qui est excellent aussi. À 215 points, quand ils sont sortis dans la boîte, c'est cher. C'est cher. Ils sont revenus à leur point de 180 comme ils étaient avant, mais avec ce nouveau Warscroll-là. Je les aime. Je pense que c'est le meilleur hammer qu'on a dans le livre pour une armée là, qui n'a pas beaucoup de marteaux là, pour se battre encore à corps. Je pense que pour 360 points, 6 Zangar sur disque, quand même assez solide. Quand même assez Tout à fait. Maintenant, il reste les Zangar, donc les Zangar à pied de base. Ouais. Il y avait une mécanique toujours un petit peu bizarre avec les boucliers, c'est surtout des armes spéciales. Est-ce que ça a été clarifié un peu? Est-ce que ça s'est un peu simplifié? Non, malheureusement, moi, c'est pas mal la partie que je voulais le plus. Ben, ça s'est simplifié dans un sens, puis dans un sens, non. Les règles sont semblables à ce qu'on a vu dernièrement. Même chose. Par contre, ils sont venus changer un peu au niveau des stats, au niveau des pour to hit, to wound, tout ça. Ce qui fait que maintenant, l'option la plus avantageuse, c'est probablement juste de prendre 10 Zangar et de tous leur mettre 2 weapons dans les mains. Donc, on n'a pas simplifié le Warscroll, mais on a généralement simplifié l'utilisation qu'on va en faire. Plus de comptage. Ah, là, j'ai une Great Blade. Ah, ici, j'en ai un avec Paired Weapons. Ah, ici, j'en ai un avec un Paired Weapon, mais il y a un bouclier. Tu sais. On va laisser faire tout ça. On perd le 6+ Ward des boucliers, mais on s'en fout un peu. Et maintenant, ce que ça fait, c'est qu'on a une attaque de plus, bien entendu, quand on a 2 weapons, mais aussi, il faut remarquer que les beaks, avant, étaient sur du 4+, 5+, et maintenant, sont sur du 4+, 3+. Donc, on a eu +2 to wound, et ils ont plus une attaque à leur beaks quand ils chargent. Ça veut dire que, généralement, vous ramassez avec une unité de 10, qui vont tous se battre puisqu'ils sont des vétérans, avec 53 attaques, sur du 2+, 3+, ou 3+, 3+, avec les becs, tout ça. Ça peut quand même devenir intéressant avec, si vous ajoutez des habilités comme leur donner, enlever des saves à l'ennemi, par exemple. C'est une unité qui va run and charge. Donc, ça peut être quand même pas mauvais. Il faut que je les teste, eux aussi, pour 175 points. Mais c'est une petite unité de Battleline qui va pouvoir se défendre un peu mieux.
Je dois admettre que par exemple, j'aime pas vraiment quand tu as une unité comme ça qui a plusieurs options d'armes, puis là, le nouveau Battle Tome sort, puis là, oups, c'est les nouvelles options d'armes qui sont bonnes, fait que là, il faut enlever les bras, faut, Ouais. si on n'a pas magnétisé, là, c'est une horreur, il faut couper, il faut recommencer, puis c'est Ou plate un s'en peu. racheter d'autres. Hmm. Ou s'en racheter l'autre. Penses-tu que Quelle Games tactique Workshop a commerciale? pensé à ça? Non, mais peut-être qu'on devrait leur écrire pour leur dire. OK. Tu peux prendre une chance, oui. Ah, c'est ça. Et maintenant, je pense, le dernier War Scroll d'unité avant qu'on passe aux différents sorts persistants, les acolytes Kéric, qui étaient plus ou moins vus souvent, qui avaient quand même leur rôle, mais est-ce que maintenant, ils sont un peu plus intéressants qu'avant? C'est dur. Moi, je les trouve durs à justifier, là. C'est notre battle line la moins chère si vous n'êtes pas en Hausse Arcanum avec les Screamers pour 120 points. 6 plus Ward, vous avez un petit shooting, vous avez un peu d'attaque en combat. Pas terrible dans l'un ou dans l'autre. Il y a une sous-faction entière qui leur est dédiée pour le shooting. Dans la boîte, avaient perdu leur Keyword Wizard et n'avaient plus avaient juste un Drain sur leur shooting. Maintenant, ils sont revenus à avant, donc sont des Wizards tant qu'ils ont 9 modèles et plus, je crois. Connaissent le spell pour se donner plus un Drain. Toutes les unités d'acolytes peuvent le caster. Je sais pas comment je file sur les acolytes. C'est dur. C'est votre battle line la moins chère, mais elle file pas tant haute non plus. C'est 10 Non. bonhommes, donc vous devez les garder quand même assez rapprochés. Ouais. Puis avec les Bounty Hunters qui pleuvent, c'est même une unité de 20, je veux dire, ça meurt comme ça, là, c'est pas... je Ouais, comprends. ça meurt. La seule utilité que je le vois, c'est que pour votre spell, là, Treacherous Bond, qui vous donne un bodyguard, ben, vous devez le faire sur des mortels. Donc, Hmm. eux ici vont pouvoir en faire partie. Mais à part ça, comme je le dis, Battleline la moins chère, à moins que vous Ouais, pouviez prendre des Screamers. Ça va pas mal être ouais, leur c'est ça. rôle. Selon moi, il y en a qui vont vouloir faire les bulles là, de 2 paquets de 30 là, dans Pyrophenkel, puis let's go, on fait du Daka avec des acolytes, mais je pense pas. Autant que j'aurais voulu que ce soit bon, j'en ai 40 de pain, là, mais je pense pas que ça va. Je pense pas que ça va y aller. Dommage parce que la ligne des mortels est intéressante. Là. On aurait Oui. pu jouer quasiment juste mortel avec ça, puis arcanite, puis ça aurait été. Ben, je pense que Ça c'est aurait une été beauté du livre où, honnêtement, sont venus vraiment donner plus d'options. Autant du côté d'Arcanite que démons. Avant, il y avait pas mal juste les démons qui valaient la chandelle. Je pense qu'on est vraiment venu rehausser ça, ce qui est intéressant. Euh, mais ouais, exactement. Puis c'est tellement des beaux modèles en plus, les Kereka Colette. C'est dans mes préférés de la ligne de Zinch. Mais... Et Maintenant, si on fait le tour des trois sorts persistants, donc on a vu avec la nouvelle habilité d'allégeance, on va vouloir se les procurer de toute façon. On commence avec le Burning Sigil of Zinch. Qu'est-ce que ça dit celui-là? Le plus amélioré, c'est lui qui a changé, qui ont réécrit le War Scroll. Avant, on lançait un D6, puis on avait des habilités qui se produisaient selon le jet. C'était très random, c'était pas terrible. Il y avait Héroux qui l'aimait, mais c'était Héroux, fait qu'on n'en parlait pas plus que ça. Mais ici, on a vraiment changé de la manière que ça fonctionne. Donc, à la fin de la phase de mouvement, toutes les unités en dedans de 9 pouces, vous lancez un dé et sur un 4+, elle subit des 3 mortels. Et le premier modèle tué par le sort peut se transformer en un Chaos Spawn. Faut faire attention, ce n'est pas un Chaos Spawn par unité où ce que vous avez tué des modèles. Vous n'allez pas faire spawner 10 spawns d'un coup. C'est vraiment le premier modèle tué. Il faudrait peut-être qu'il le clarifie dans une fac juste pour être bien certain que c'est ça, mais il y a du monde qui s'essaye quand même, mais non, c'est pas ça, clairement, c'est pas ça que ça dit. Donc, le mettre à 18 pouces, ça ne bouge pas, ce n'est pas un prédateur. Par contre, on le met à 18 pouces et ça touche tout ce qui est à 9 pouces. Donc, 27 pouces de threat range, ça peut être très, très, très intéressant. Ça fait un très bon board control alentour parce que l'autre doit. C'est à la fin de le mouvement, ça veut dire que s'il s'approche de vous, s'il s'approche dans la portée du sigil, il risque de se manger des mortels au début. Pour 40 points, je l'aime beaucoup, justement, en pouvant le placer sur le board en partant. Très, très, très intéressant. Et il ne peut pas être dispellé, bien entendu, dans le premier round. Exact. C'est Très pas le fort. fun pour l'adversaire. Pour le vrai, tu mets ça,
tu atteins 2-3 unités. Puis souvent, les gens ont des petits écrans en avant avec un point de vie seulement, les petits modèles ou deux. Si tu es chanceux, tu en tues un. Tu mets ton Chaos Band à 3 pouces juste. Fait qu'il y a juste un modèle dans le coin de l'unité qui va pouvoir frapper. Puis là, tu viens de geler son unité qui ne sera pas capable d'avancer. Exact. Ça peut être vraiment désagréable pour l'adversaire. Contre une armée qui se déploie peut-être en château et qui s'est avancée ou quoi que ce soit, soudainement, ça peut être très dangereux pour eux. Chose aussi qui peut être intéressante, si on ne veut pas l'utiliser pour le mettre avec le premier Endlespell qu'on met au début, c'est qu'il peut être très intéressant aussi avec le combo du Arcane Sacrifice, rajouter 9 pouces à sa portée, le mettre à 27 pouces et ensuite il touche tout ce qui est à 9 pouces. Là, soudainement, vous avez quasiment une petite tornade là, comme Teclis ou quelque chose. Là. Donc, ça peut être une autre option là, qu'on peut faire avec lui. Donc, Sigil, pour l'avoir joué une fois jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup aimé ce qu'il fait maintenant. Cool. Excellent. Le deuxième maintenant, le Grimoire des dieux, le Tome of Eyes. Qu'est-ce que ça dit pour celui-là? Inchangé au niveau du Tome of Eyes. Le spell qu'il nous donne, c'est comme un petit de spell qui suit notre caster, là, qui est comme invoqué notre caster. Le spell qu'il nous donne est très, très buff. Le seul bénéfice que j'en vois, c'est que ça nous donne un relancer le casting pour le wizard qui l'a invoqué. Donc, ça peut être une manière de donner. C'est sûr que là, on vit dans un monde, comme je disais un peu tantôt, on vit dans un monde où il y a les cogs. Est-ce que si un jour les cogs changent, disparaissent pour toutes sortes de raisons, je verrais peut-être un peu plus le Tome of Eyes utilisé, viendrait donner un bonus intéressant. Mais pour l'instant, je ne me vois pas l'utiliser, malheureusement. Puis je trouve ça triste, je trouve que c'est le plus beau des. En tout cas, selon moi, c'est le plus beau des 3 Endless Spell. Je le trouve super cool. Je me vois mal le justifier dans une liste, là, malheureusement. OK, intéressant. Et le dernier, donc, le simulacre démoniaque. Est-ce qu'il va supplanter le sigil comme sort gratuit? Intéressant, le simulacrum. Inchangé, lui aussi, en gros, a le même genre de threat range parce que vous allez le mettre à 12, il bouge de 9 et ensuite de ça, il choisit la unit la plus proche à 6 pouces. Donc, un 27 pouces de threat range, lui aussi. Par contre, ça doit être la unit la plus proche. Donc, on ne pourra pas nécessairement aller targeter des héros qui sont cachés derrière des petites lignes, quelque chose comme ça. On lance 9 dés. Chaque 5 plus est une mortelle. Si c'est un sorcier, 4 plus est une mortelle. Donc, on peut peut-être sniper un petit wizard là, à pied avec 5 ou 6 wounds. C'est très faisable. Pourrait être intéressant aussi à déployer dès le départ parce que il est prédateur, donc il va suivre l'armée adverse. Le sigil, on s'entend, oui, c'est 9 pouces, c'est quand même gros à l'entour du sigil, mais il y a moyen de le contourner, effectivement. Le simulacre, il y a quand même la façon qu'il va vous suivre, ça peut être très intéressant. Chose aussi qui est intéressante à voir, c'est qu'il se casse sur un 7 habituellement, donc un 8 pour le dispeller. Donc, après le premier round, est quand même difficile pour l'adversaire de s'en débarrasser, alors que le sigil est un 5, là, si je ne me trompe pas. Donc, beaucoup plus facile à l'adversaire de le faire disparaître par la suite. Donc, dans la partie, j'ai fait 2 games avec l'armée à date, une avec le sigil, une avec le simulacrum. Dans la partie avec le simulacrum, effectivement, l'adversaire a raté 2 fois de le dispeller et donc perdu 2 castings juste à cause de ça. Et le simulacrum a continué à faire des dégâts. Donc, moins de potentiel de dégâts que le sigil, mais en même temps, peut-être un peu plus fiable dans son dégât aussi. Donc, je ne sais même pas encore lequel. Pour 60 points, il rivalise avec les Jazz, qui peuvent être intéressantes aussi, mais que les Jazz, on doit se fier sur le mouvement, donc deviennent inutiles sur des casters, par exemple, qui vont très vite, là, à 12 pouces ou de mouvement, tout ça. Donc, je ne sais pas lequel des deux est le meilleur. Je me verrais même peut-être mettre les deux dans une liste, honnêtement, de Zinj pourrait être très intéressant pour les deux. Donc, des bonnes options. C'est intéressant à voir là, avec la nouveau Battle Trip qu'ils leur ont donné. C'est le fun qu'ils aient mis ça juste avec les Endless Spells. Ça leur donne une petite saveur. Puis, je pense que ça aurait été beaucoup trop fort que tout le monde aurait pu caster un Purple Sun qui ne se dispelle pas. Je sais pas, hein? Au moins, on n'est pas allé là. Je pense que Games Workshop, tout de suite, ont comme fait oh, non. Là. Il aurait pu y aller dans cette direction-là, mais au moins, ils ne l'ont pas été. Déjà 2 très bonnes options. Là. Les 2 Endless Spells que j'ai notés. Les deux ont des bonnes portées. Fait au tour 1, ils vont déjà affecter l'adversaire. Ils vont réaffecter après ça à ton tour 1 à toi si tu joues en deuxième ou vice-versa. Là. Exact. Il y a une unité qui va se prendre 2 fois les 9 dés du simulacre. Oui, ça peut valoir vraiment la peine. C'est intéressant. Oui, on paye pour ces Endless Spells-là, mais juste le fait de comme
pouvoir l'utiliser comme ça dans le premier round, je ne me verrais pas faire une liste Zinch sans un de ces deux spells-là. C'est gratuit. Je veux dire, on le met sur la table, c'est réglé, on s'en fout après, même si on ne veut pas le recaster du reste de la game. Il est enfin temps que Zinch rejoigne les Caradrons au niveau du casting d'Endespell. Il est enfin temps. Oui, on ne peut pas mettre de Warp Lightning Vortex, malheureusement, Non, mais non. peut-être un jour. Peut-être un jour. Et là, ce que je constate avec l'habileté qui nous permet de caster à 27 pouces, dans le fond, nos sorts à 18, avec ça ici qu'on a au début du tour pour affecter, puis ils ont des bonnes portées, les deux Endlespell. C'est intéressant parce que Tsinch, même au premier tour, si jamais l'adversaire te laisse le premier tour, t'es pas confiné dans ta petite bulle à rien faire parce que tes sorts, l'adversaire est au-delà de tes sorts, tu vas quand même lui faire mal dès le premier tour, même si l'adversaire n'a pas bougé, toi non plus. Exactement. Exact. Ce qui avait été une faiblesse par le passé de l'armée, le fameux 18 pouces, on fait rien. Si on ne joue pas des Flamers ou d'autres choses, on ne fait rien à plus que 18 pouces. Maintenant, on a des façons de passer par-dessus ça. Et aussi, si on se fait donner le premier tour, ben maintenant, on a des meilleurs buffs défensifs qu'on peut se donner. On peut se donner le spell de Bodyguard, on peut se donner Shield of Fate avec le Ward aussi. Donc, il y a moyen un peu. Est-ce que je me fais quand même tabler par un Caradron? Probablement, mais ça va peut-être être un peu plus dur. Il y a peut-être un peu plus de mathématiques à faire à quelque part là-dedans aussi. Donc, intéressant de voir ça. C'est ce qui fait le tour des War Scrolls, des règles de l'armée. En terminant, Xavier, j'aimerais avoir tes impressions générales, peut-être ta place dans le méta de ce livre-là. On sait que Zinch a longtemps été dans le top du méta. C'est un livre qui, selon toi, va les replacer dans cet endroit-là ou ils sont plus dans le fat middle? J'espère qu'ils sont plus dans le fat middle. Honnêtement, c'est intéressant comme livre parce que c'est vraiment un livre qu'on n'a pas, comme je disais tantôt, on est vraiment, je pense, resté sur le même pied d'égalité qu'on était. On n'était pas dans le fin fond d'un trou, on n'était pas over the top par-dessus tout le monde. On nous a donné des nouvelles façons intéressantes d'interagir avec l'autre. On a enlevé beaucoup de choses aussi qui étaient du negative play experience, des NPI qu'on dit souvent. Il en reste encore quelques-unes, selon moi. 30 horreurs avec un 5+ ward, ça ne sera pas le fun pour personne. Mais c'est vraiment un tome qui fait beaucoup mieux, là, autant pour nous que pour l'adversaire. Plein de nouvelles petites façons de jouer. Je l'ai dit tantôt, je pense que la plus belle chose de ce tome-là, c'est vraiment l'ouverture des options qu'ils nous ont données en termes de petits héros à pied, tout ça. On a vraiment des plus belles options. On a vraiment du choix à faire au niveau du list building, vers quoi qu'on veut s'en aller. Je suis content du livre. Je sais qu'il y en a qui auraient préféré avoir des affaires brisées, comme d'habitude, que ça monte full haut et qu'on remonte dans les 70% de win rate et tout ça. Mais non, c'est la beauté de la troisième édition à date. Toutes les tomes se rapprochent de plus en plus du Fat Middle. Et l'armée filait déjà Zinch, donc on n'avait pas besoin de changer tant de choses que ça. Puis je pense qu'on nous a donné des nouveaux jouets assez intéressants. En tout cas, c'est ce qui me semble. J'ai vraiment hâte. J'ai joué 2 games à date. J'ai vraiment hâte d'en jouer d'autres. J'ai mon Legion of the First Prince aussi, que comme je vous ai dit, j'ai des options intéressantes aussi que je veux continuer à tester, que Zinch va nous donner. Donc, personnellement, je pense que ça va être un bon livre, là, qui va avoir des choses intéressantes. J'ai hâte de voir déjà les premiers tournois ou tout ça, les listes que le monde va avoir réussi à aller faire avec ça. Là. Ils ont peut-être vu des choses brisées qu'on n'a pas vues du tout, quoi que ce soit. Là. Ça fait toujours ça avec un peu de temps. Là. Donc, bien hâte à ce niveau-là aussi. Je ne sais pas, vous, les gars, ce que vous en pensez en général. Là. Ben, écoute, je peux peut-être commencer. C'est sûr que je trouve que tu as très bien résumé, en fait. Je pense que le fait qu'il ait retiré plusieurs choses qui étaient des NPI, puis beaucoup plus standardisées, je pense, encore une fois, moi, ce qui ressort, quand on pense à Zinch, on pense à magie. Puis je pense que ça ressort du lot. J'adore la petite règle au niveau du sort persistant gratuit là, qu'on peut casser gratuitement, je veux dire, là, au début de la bataille. Je trouve que ça fait vraiment Zinch. Plusieurs joueurs étaient un peu déçus qu'il n'y ait pas de faction terrain de Zinch. Je trouve que ça remplace un petit peu ça, quelque part. Donc, non, moi, j'aime quand les livres sont fidèles à ce que l'armée devrait être sur le champ de bataille. Puis, encore une fois, en regardant, en t'écoutant parler, je trouve qu'on a vraiment ce feeling-là. Et toi, Vincent, qu'est-ce que tu en penses?
Difficile à dire, je ne suis pas moi-même un joueur Tinge, mais les quelques petits éléments que j'aimais moins, par exemple, Keros, son dé qui change, c'est tellement game breaker, puis ça pouvait être tellement frustrant dans le fond parce que ça venait casser ta stratégie au moment le plus crucial. Ça, c'est disparu. Fait que, j'ai hâte de voir le nouveau Warscroll des horreurs. Ça fait un petit bout qui est là, puis il est un peu moins oppressant qu'il l'a déjà été. Ça continue, comme tu dis, Xavier. C'est lui qui s'amuse à jouer 30 horreurs, surtout s'il n'y a plus éventuellement de Hunter pour les Galatians. Ça va être des horreurs, ça va être désagréable à affronter encore, mais je pense que le nouveau Watchful est quand même mieux que certaines itérations qu'on a eues par le passé. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir. Moi, comme tu l'as mentionné, Xavier, c'est le fun. Il y a un nouveau Battle Tomb qui est arrivé. Puis là, on va revoir du Tinge sur les tables. Ça va changer un peu. Là, on a fait pas mal de tournois dernièrement. Là, moi, Yann, Alex. Puis là, on voit un peu le méta qui s'établit. Un nouveau Battle Tomb qui arrive. Les gens vont vouloir jouer Tinge. Ça va venir brasser les choses. C'est un livre qui est complètement différent de ce qu'on a à l'heure actuelle dans le méta. Ça met sur la magie, puis sur une magie qui peut être très dévastatrice. Bref, je pense que ça va être bienvenu dans les tournois. Super. Ben, écoute, un gros merci, Xavier. Puis, en fait, je vais te faire un petit plug aussi. Tu es l'animateur d'un excellent show le mardi, tous les mardis à 20h, heure du Québec, le double tour sur Twitch de Gentleman 14. Donc, si vous ne connaissez pas la chaîne Twitch de Xavier, c'est un excellent show. Merci encore beaucoup. Ah, voilà, avec le chapeau de forme. C'est un gros statement, un vrai gentleman. Donc, voilà. Et vous, en fait, qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau Battle Tome-là? Est-ce que peut-être ce livre-là va vous donner l'occasion ou la chance ou le goût de recommencer une armée ou de commencer une armée Zinch? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a discutées qui peut-être vous n'êtes pas d'accord? Ou peut-être des choses que vous avez vues aussi qu'on a peut-être omis. Donc, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo et de laisser un petit pouce aussi pour la visibilité de la chaîne. Et encore merci. Merci Vincent, merci Xavier. Et sur ça, on vous souhaite bon wargaming.